Que se passe-t-il lorsque la médecine doit plonger dans les profondeurs obscures et vitales de notre anatomie respiratoire? Imaginez un instant un conduit d'air humain, un labyrinthe sombre et complexe où chaque millimètre compte. Menacé par des tumeurs silencieuses, des obstructions invisibles ou des corps étrangers mortels. Comment les médecins parviennent-ils à percer les mystères de la trachée et des bronches sans ouvrir la cage thoracique? La réponse réside dans une procédure médicale fascinante, redoutable de précision, mais non dénuée de risques majeurs: la bronchoscopie. Cette technique d'exploration endoscopique n'est pas un simple examen de routine. C'est une véritable mission d'investigation au cœur de l'arbre respiratoire, nécessitant un équipement de pointe, une préparation clinique stricte et une surveillance paramédicale implacable. Aujourd'hui, nous déconstruisons la mécanique, les enjeux vitaux et les dangers cachés de la bronchoscopie, un acte médical où l'erreur n'a pas sa place. Pour comprendre l'enjeu clinique de la bronchoscopie moderne, il faut remonter aux origines d'une pratique que la communauté médicale de l'époque jugeait suicidaire. L'introduction d'un objet rigide dans les voies aériennes d'un patient conscient relevait autrefois de la science-fiction ou de la torture. L'histoire bascule en 1897, dans une clinique de la ville de Fribourg, en Allemagne. Le professeur Gustav Kilian est confronté à une urgence absolue. Un agriculteur est en train de s'étouffer après avoir inhalé accidentellement un fragment d'os de porc. Kilian prend une décision historique. Utilisant un œsophage-cope rigide, un simple tube de métal, et de la cocaïne comme anesthésique locale pour endormir les cordes vocales, il pénètre dans la trachée du patient et parvient à extraire le corps étranger, lui sauvant ainsi la vie. Cet acte fondateur marque la naissance de la bronchoscopie rigide, une technique brutale mais efficace, qui restera la norme pendant plus d'un demi-siècle. Cependant, l'anatomie humaine n'est pas faite de lignes droites. Les bronches se divisent, se courbent et se rétrécissent, rendant l'exploration profonde impossible avec un tube métallique. La véritable révolution technologique survient en 1966 au Centre national du cancer de Tokyo sous l'impulsion du chirurgien thoracique Shigeto Ikeda. Insatisfait des limites de la bronchoscopie rigide pour le diagnostic précoce des cancers pulmonaires, Ikeda collabore avec des ingénieurs en optique pour concevoir le tout premier fibrobronchoscope flexible. En utilisant des faisceaux de fibres de verre capables de transmettre la lumière et l'image à travers des courbes serrées, Ikeda permet pour la première fois à l'œil humain d'explorer les bronches mobaires et segmentaires, soit des zones jusqu'alors inaccessibles. Ce passage de l'acier rigide à la fibre de verre flexible a non seulement transformé la pneumologie, mais a également ouvert la voie à des diagnostics précoces qui sauvent aujourd'hui des millions de vies à travers le monde. L'espace dans lequel navigue le pneumologue lors d'une bronchoscopie n'est pas un simple tuyau de plomberie, c'est un écosystème biologique d'une fragilité extrême. L'investigation commence par le franchissement des cordes vocales, la véritable porte d'entrée du système respiratoire inférieur. Immédiatement après, le bronchoscope pénètre dans la trachée, un conduit d'environ 10 à 12 cm de long et de 1,5 à 2 cm de diamètre chez un adulte. La trachée est maintenue ouverte par 16 à 20 anneaux cartilagineux en forme de U, offrant une structure solide à l'avant, mais souple à l'arrière pour permettre la dilatation de l'œsophage lors de la déglutition. Au bas de cette trachée se trouve un repère anatomique crucial et redouté, la carène. C'est ici que la trachée se bifurque en deux voies distinctes. La muqueuse de la carène est l'une des zones les plus richement innervées de tout le corps humain. Le simple effleurement de cette zone par l'extrémité du bronchoscope peut déclencher un réflexe de toux spasmodique d'une violence inouïe, capable d'expulser le matériel ou de provoquer des lésions si l'anesthésie locale n'est pas parfaitement dosée. À l'intérieur de ces bronches, les parois sont tapissées d'un épithélium respiratoire cilié, où des millions de cils microscopiques battent entre 10 et 20 fois par seconde pour remonter le mucus vers la gorge. C'est dans ce réseau en arborescence, qui se divise en bronches lobaires, puis en dizaines de bronches segmentaires et sous-segmentaires de plus en plus étroites, que le médecin doit s'orienter, sans jamais perdre ses repères spatiaux. Pour naviguer dans ce dédale anatomique, la médecine déploie un arsenal technologique qui relève de la micro-ingénierie de pointe. Le bronchoscope flexible moderne est un prodige de miniaturisation. L'appareil se présente sous la forme d'un tube noir d'une longueur utile d'environ 60 cm, dont le diamètre externe varie de 4,0 à 6,3 mm selon les modèles.
Malgré cette finesse, l'intérieur du tube est un chef-d'œuvre de compacité. Il abrite d'abord un faisceau de fibres optiques relié à une source de lumière froide externe, souvent au xénon ou à LED, qui illumine les ténèbres des voies respiratoires sans générer de chaleur susceptible de brûler les muqueuses. À l'extrémité distale du bronchoscope, on ne trouve plus de simples lentilles optiques, mais des capteurs d'images numériques, généralement des puces CCD, Charge Coupled Device, ou CMOS de taille millimétrique. Ces capteurs capturent des images en haute définition et les retransmettent en temps réel sur des moniteurs 4K dans la salle d'intervention, permettant aux praticiens d'observer la texture des tissus, la vascularisation anormale ou la moindre dysplasie cellulaire avec une netteté chirurgicale. Mais le bronchoscope n'est pas qu'une simple caméra, c'est un canal d'intervention. Il intègre un canal opérateur central dont le diamètre interne varie de 1,2 à 2,8 mm. À travers ce minuscule tunnel, le médecin peut introduire une multitude d'instruments chirurgicaux, des pinces à biopsie en acier inoxydable pour arracher des fragments de tumeurs, des brosses cytologiques pour gratter les cellules suspectes, des sondes de cryothérapie qui gèlent les tissus à -89°C grâce au protoxyde d'azote, ou encore des fibres laser et des sondes de coagulation au plasma d'argon destinées à vaporiser les masses cancéreuses obstructives. Plus impressionnant encore, les modèles récents intègrent l'EBUS, endobronchial ultrasound, une sonde échographique miniature fixée au bout du bronchoscope, opérant à des fréquences de 7,5 à 12 MHz, permettant aux médecins de voir à travers la paroi bronchique pour analyser les ganglions lymphatiques situés dans le médiastin. Pourquoi les médecins prennent-ils le risque de s'aventurer dans cet environnement hostile ? Les indications cliniques d'une bronchoscopie sont dictées par des situations de haute gravité. La première et la plus redoutable cible est l'investigation du cancer du poumon, une pathologie responsable d'environ 1,8 million de décès par an à l'échelle mondiale. Lorsqu'un scanner thoracique révèle une opacité suspecte, un nodule pulmonaire ou une masse hilaire, la bronchoscopie devient l'outil de diagnostic définitif. L'objectif est de prélever des échantillons de tissu pour déterminer le profil histologique exact de la tumeur. S'agit-il d'un carcinome épidermoïde, d'un adénocarcinome ou d'un carcinome à petites cellules ? Chaque sous-type cellulaire dictera un traitement oncologique radicalement différent. Une autre indication critique est l'hémoptysie, c'est-à-dire le fait de cracher du sang provenant des voies respiratoires inférieures. Une hémoptysie massive, définie par la perte de plus de 200 à 600 ml de sang en 24 heures, est une urgence absolue causée par la rupture d'artères bronchiques, souvent liée à la tuberculose, à des aspergillomes ou à des tumeurs. Le bronchoscope est alors inséré pour localiser le saignement et tenter de le stopper par instillation de sérum physiologique glacé, d'adrénaline ou par blocage mécanique à l'aide d'un ballonnet de Fogarty. Outre les tumeurs et les hémorragies, la bronchoscopie excelle dans le diagnostic des maladies pulmonaires interstitielles diffuses et des infections sévères, notamment chez les patients immunodéprimés ou en soins intensifs. Pour ce faire, le praticien réalise un lavage broncho-alvéolaire, LBA. Le bronchoscope est poussé jusqu'à ce qu'il se bloque dans une petite bronche. Le médecin injecte alors entre 100 et 150 ml de solution saline stérile à l'intérieur des alvéoles pulmonaires, puis réaspire immédiatement le liquide. Ce fluide récupéré, chargé de cellules alvéolaires, de bactéries, de champignons ou de marqueurs inflammatoires, est envoyé en urgence au laboratoire de microbiologie et d'anatomopathologie. C'est une véritable pêche aux indices microscopiques qui permet souvent d'identifier des pathogènes mortels indétectables par de simples analyses sanguines. Une procédure d'une telle complexité anatomique exige une préparation militaire et un protocole d'intervention d'une extrême rigueur. Avant même de pénétrer dans la salle d'endoscopie, le patient est soumis à un bilan d'hémostase strict. Les analyses doivent confirmer un taux de plaquettes supérieur à 50 000 par millimètre cube de sang et un temps de coagulation normal. La moindre anomalie hématologique ou la prise non signalée de médicaments anticoagulants ou antiagrégants plaquettaires, comme le clopidogrel ou la warfarine, peut transformer une biopsie millimétrique en une hémorragie intrapulmonaire mortelle. Le patient doit également respecter un jeûne absolu de moins 6 heures pour garantir la vacuité gastrique, car l'abolition des réflexes laryngés augmente considérablement le risque d'inhalation du contenu de l'estomac dans les poumons, ce qui provoquerait un syndrome de Mendelssohn, une pneumopathie d'inhalation souvent fatale. Sur le plan anesthésique, la bronchoscopie flexible est généralement réalisée sous sédation consciente. L'équipe médicale administre par voie intraveineuse un cocktail pharmacologique précis, incluant souvent des benzodiazépines comme le midazolam pour ses propriétés anxiolytiques et amnésiantes, couplées à un opiacé de synthèse comme le fentanyl pour soulager la douleur induite par le passage de l'instrument.
La véritable prouesse technique réside dans l'anesthésie locale topique de l'arbre respiratoire. Le praticien utilise une solution de lidocaïne à 1% ou 2% qu'il pulvérise minutieusement, étape par étape. D'abord dans les fosses nasales, qui constituent souvent la voie d'entrée privilégiée, puis sur le pharynx, sur les cordes vocales, et enfin directement dans la trachée et les bronches via le canal du bronchoscope. Ce processus nécessite un doigté absolu. Une anesthésie insuffisante provoquera une toux incontrôlable et un laryngospasme, la fermeture réflexe et étanche des cordes vocales empêchant la respiration. Tandis qu'un surdosage de lidocaïne peut entraîner une toxicité cardiaque et neurologique grave allant jusqu'aux convulsions. Il est fondamental de comprendre qu'aucune incursion instrumentale dans l'arbre respiratoire n'est anodine. Bien que le taux de mortalité global de la bronchoscopie flexible soit extrêmement bas, se situant historiquement entre 0,01% et 0,04%, le taux de morbidité et de complications majeures varie de 0,5% à 5%, augmentant drastiquement lorsque des biopsies transbronchiques sont réalisées. La salle de bronchoscopie est donc aménagée comme une salle de réanimation miniature, équipée de chariots d'urgence, de défibrillateurs et de matériel d'intubation. Le danger numéro 1 est la détresse respiratoire. L'introduction du bronchoscope dans les voies aériennes réduit naturellement la lumière trachéale d'environ 10 à 15%, ce qui, chez un patient souffrant déjà d'une insuffisance respiratoire chronique, BPCO, peut provoquer une hypoxémie sévère, c'est-à-dire une chute critique de la pression partielle d'oxygène dans le sang artériel. Le deuxième danger majeur est le pneumothorax. Lors d'une biopsie transbronchique, la pince du médecin mord aveuglément dans le tissu pulmonaire périphérique. Si la pince perfore la plèvre viscérale, l'air s'échappe du poumon pour se retrouver piégé dans la cavité pleurale. Le poumon se collabe alors sur lui-même, provoquant une douleur thoracique aiguë et une insuffisance respiratoire, qui requiert l'insertion immédiate d'un drain thoracique à travers la paroi costale pour évacuer l'air. Le troisième risque majeur concerne la sphère cardiovasculaire. La manipulation du bronchoscope dans les voies aériennes supérieures et la trachée stimule intensément le nerf vague. Cette stimulation vagale peut induire des arythmies cardiaques sévères, une bradycardie extrême, ralentissement du rythme cardiaque, voire un arrêt cardiaque réflexe, ou encore de sévères épisodes de syncope vasovagale, couplés à une chute brutale de la pression artérielle. C'est ici qu'intervient le rôle crucial du personnel paramédical et des infirmiers anesthésistes. Tout au long de la procédure, le patient est sous un monitoring multiparamétrique continu. Sa saturation en oxygène, SpO2, est mesurée à la seconde près par un oxymètre de pouls. Son électrocardiogramme, ECG, est tracé en direct pour détecter la moindre extrasystole ou signe d'ischémie myocardique et sa pression artérielle non invasive est monitorée toutes les quelques minutes. Après l'intervention, cette surveillance clinique stricte est maintenue en salle de réveil pendant un minimum de 2 heures, jusqu'à la dissipation complète de l'anesthésie et le retour total du réflexe de déglutition. La bronchoscopie est bien plus qu'une simple caméra insérée dans un corps humain. C'est le point de convergence ultime entre l'ingéniosité technologique humaine et l'extrême fragilité de notre biologie interne. Grâce à ses fibres optiques, à ses puces millimétriques et au sang-froid d'équipes médicales hautement formées, la médecine parvient à cartographier l'obscurité de nos poumons, à dépister des cancers redoutables et à sauver des vies menacées d'asphyxie. Néanmoins, comme nous l'avons analysé, chaque incursion dans ce labyrinthe vital est un acte invasif minutieusement calculé, où l'expertise clinique fait constamment face aux risques d'hémorragie, d'hypoxémie et de perforation. Ce voyage au cœur de l'arbre respiratoire témoigne de la détermination de la science à ne laisser aucune zone d'ombre face à la maladie. Si cette plongée dans les mystères et les défis de l'endoscopie respiratoire vous a fasciné, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez vos impressions dans la section des commentaires. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer nos investigations au cœur de la machine humaine.